Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de ce podcast. Je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'univers, et cette semaine je vais vous parler de Titan, de comètes et d'astéroïdes, de relativité restreinte et de Kevin Spacey. Alors, commençons par l'info de la semaine, et ce sera dans le domaine de l'exobiologie. Alors, les ingrédients de la vie pourraient exister dans l'atmosphère de Titan, qui est l'une des principales lunes de Saturne. Alors, c'est une équipe internationale, comprenant entre autres des chercheurs de Grenoble, qui est arrivée à ce résultat. Alors en fait, ils se sont basés sur les dernières données de la sonde Cassini, qui a découvert que les geysers d'eau d'Encelade, dont je vous parlais la semaine dernière d'ailleurs, alimentent en oxygène de manière constante l'atmosphère de Titan, et notamment sa partie supérieure qui forme une sorte de brume, en fait, constituée d'hydrocarbures et d'espèces azotées. Alors, les scientifiques, ils ont pris tous ces ingrédients, ils les ont recréés, ils ont recréé les conditions donc de la brume et de l'atmosphère de Titan en laboratoire, et ils ont trouvé les molécules de la vie telles qu'on la connaît sur Terre, à savoir des acides aminés et des bases d'ADN. Alors évidemment, sur place, rien n'est prouvé, il faudrait qu'une sonde confirme ces résultats, mais c'est plutôt encourageant puisque ça pourrait permettre de mieux comprendre comment la vie s'est développée sur Terre déjà, et surtout comment elle pourrait se développer sur des exoplanètes, puisqu'elles sont nombreuses à avoir une composition chimique semblable à Titan. À suivre, donc ça peut être intéressant. Pour la personnalité, on reste du côté de Titan et de l'astrochimie, puisque je vais vous parler de Martin Fournier, doctorant en astrochimie à Rennes, qui étudie les réactions chimiques dans les nuages froids, dont ceux de Titan donc, ou ceux-là, là, qui sont quand même les plus belles choses de l'univers, un peu. Donc en fait, je suis Martin depuis un moment sur Twitter, et il est pas très bavard, mais souvent, sans prévenir, il réagit à des infos que je tweete en m'apprenant des trucs que j'avais jamais lus ailleurs. Par exemple, l'autre jour, il m'a dit que l'hélium était en voie de disparition, et que c'était bien plus dramatique pour l'humanité que la fin des réserves de pétrole. Du coup, j'en ai fait un article sur mon blog où la Terre, enfin le compte officiel de Twitter de la Terre l'a interviewé pour lui demander ce qu'il en était vraiment. Et puis la semaine dernière, il m'a appris qu'on pouvait se déshydrater en buvant une certaine sorte d'eau. Donc c'est plutôt étonnant comme info, il faudrait que je creuse. Mais voilà, bon, il sait plein de choses, il étudie des trucs passionnants et il est fort sympathique, ce qui gâche rien. Donc à follower si le cœur vous en dit. Alors de Twitter au bidule connecté, comme je l'appelle, il n'y a qu'un pas. Et j'ai découvert ce système solaire entièrement programmé en langage CSS. Alors c'est tout bête, c'est tout simple, mais c'est animé, ça bouge, donc en 3D ou en 2D. Et on peut choisir de le regarder en prenant en compte soit la vitesse, soit la taille, ou soit les distances entre les planètes. C'est l'œuvre de Julien Garnier, et c'est très réussi, bravo, moi je trouve ça très rigolo. Passons maintenant à l'événement de la semaine. Alors, on reste dans le système solaire, avec la découverte d'une comète le 21 septembre dernier par une équipe russe. Alors c'est une comète un peu spéciale, parce qu'apparemment elle vient du nuage d'Oort. Alors le nuage d'Oort, non mais ça me fait rire, parce qu'en fait à chaque fois que je dis Oort, ça me fait penser à Boort, et donc voilà, bon bref. Donc le nuage d'Oort, c'est une espèce de gigantesque réservoir de comètes théoriques, puisqu'on ne sait pas trop s'il existe ce nuage en fait, qui se trouve à quasiment une année-lumière du Soleil, et qui entoure tout notre système solaire. Alors pour l'instant, la comète Ison, comme elle a été baptisée, elle n'a pas encore dépassé l'orbite de Jupiter, mais elle devrait venir frôler le Soleil en novembre 2013. Et comme elle est composée essentiellement de glace, tout ça devrait s'évaporer au fur et à mesure de son approche du Soleil, et c'est ça qui formerait donc la fameuse queue de la comète. Alors, c'est pas encore tout à fait sûr, parce qu'on ne sait pas encore quelle taille elle fait, mais si elle survit à la chaleur et à la gravitation, elle pourrait briller quand même 100 fois plus que Vénus, qui est déjà l'astre le plus brillant qu'on puisse voir de la Terre, et qu'on appelle aussi l'étoile du Berger. Alors elle aurait un pic de luminosité le 29 novembre 2013, et après on pourra la voir jusqu'en janvier 2014, mais tout ça seulement dans l'hémisphère nord, ce qui m'arrange, puisque c'est là où je suis. Donc attendons un peu que tout ça soit confirmé, parce qu'elle peut exploser ou complètement s'évaporer avant, mais d'ores et déjà, si je peux voir au moins une fois ça dans ma vie, ce serait vraiment très chouette, donc j'ai hâte. Et pour rester dans les objets volants identifiés, voici le tweet de la semaine qui nous vient du compte officiel des astéroïdes et des comètes, qui nous a informé du passage de l'astéroïde 2012 SL50 à proximité de la Terre jeudi dernier à 21h45 heure de Paris. Enfin, je dis jeudi dernier, mais en fait, comme à l'heure où je vous parle, il est 21h25, elle devrait arriver dans 20 minutes. Donc voilà.
Alors, elle présente absolument aucun danger, puisque elle se trouvera, ou elle se trouvait, tout dépend de quand vous écoutez ce podcast, donc elle se trouvait à 2,84 fois la distance Terre-Lune, soit un peu plus d'1 million de kilomètres, donc ça va, et elle faisait 18 mètres de diamètre, donc c'est assez petit pour se désintégrer dans l'atmosphère si on s'était trouvé sur son chemin, mais a priori aucun danger. Alors prenons un peu de distance avec l'image qui a fait le tour des internets cette semaine. Alors, elle s'appelle Extreme Deep Field et c'est un montage de plus de 2000 images prises par le télescope spatial Hubble ces 10 dernières années sur cette infime partie de l'espace là qu'on voit dans le rectangle avec la Lune à l'échelle à côté pour qu'on se rende compte. Et dans cette région d'univers, on peut voir 5500 galaxies dont la plus vieille remonte à 450 millions d'années après le Big Bang, ce qui est très très vieux puisque le Big Bang est théoriquement survenu il y a 14,7 milliards d'années quand même. Voilà, donc c'est l'image d'une infime partie de l'univers, mais c'est l'image la plus précise, la plus complète et la plus lointaine que l'espèce humaine ait jamais vue. Et c'est très émouvant. Et moi, en plus, je suis intimement persuadée que dans tout ce fourbi, là, il y a des créatures conscientes et intelligentes, alors ça me fait rêver. Mais soyons un peu plus terre-à-terre pour la date de la semaine. Mercredi dernier, le 26 septembre, figurez-vous qu'on a fêté les 107 ans de la publication de la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Alors, je vais essayer d'être claire, rapide et précise, et surtout de pas dire d'âneries, ce serait quand même mieux. Alors, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, il y avait 2 lois qui se contredisaient. D'un côté, la mécanique de Newton, qui implique que les vitesses s'additionnent, mais ça je vais y revenir, et de l'autre côté, l'électromagnétisme de Maxwell, qui pose la vitesse de la lumière comme une constante fondamentale de la nature, c'est-à-dire qu'elle ne varie jamais. Alors prenons un exemple. Imaginons que tu sois à bord d'un TGV et que tu aies très envie de t'acheter un sandwich SNCF. Oui, alors ok, ça peut paraître de la science-fiction, mais admettons. Tu cours donc à la vitesse de 10 km/h jusqu'au wagon-bar qui roule, lui, à 300 km/h. Donc pour la vache qui regarde le train passer, en fait, elle te verra te déplacer dans le TGV à 310 km/h. Puisque le TGV va à 300, tu vas à 10 à l'intérieur de lui, donc ça, on additionne et ça fait 310 km/h. Bon, jusqu'ici ça va, c'est pas très compliqué. Donc les vitesses s'additionnent. Sauf que c'est impossible si on part du principe que la vitesse de la lumière ne varie jamais. Donc prenons un autre exemple. T'es sur l'autoroute et tu roules à 100. Donc une voiture veut te doubler et pendant un petit moment, du coup, elle est à côté de toi à 100 km/h aussi. Donc c'est comme si elle avançait pas, tu la vois pas avancer. Mais pour te doubler, il faut qu'elle accélère. Alors elle passe à 110. Donc toi, tu la vois avancer à 10 km/h par rapport à toi. Et elle accélère encore pour vraiment te doubler à fond et donc elle arrive à 120. Donc tu la vois avancer à 20 km/h par rapport à toi. Et ainsi de suite. Mais admettons que tu fasses la course avec la lumière, qui va quand même à 300 000 km/s, donc je te souhaite bien du courage parce qu'il faut beaucoup d'énergie quand même. Alors selon les lois de la mécanique, si tu te déplaces à 100 000 km/s, tu devrais la voir se déplacer à 200 000 km/s par rapport à toi. Sauf que c'est pas possible, puisque si sa vitesse est constante et qu'elle varie jamais, comme le soutient Maxwell, elle ne peut pas, par définition, avoir des vitesses relatives par rapport à des corps en mouvement, donc par rapport à toi qui bouge. Donc ça embêtait beaucoup Einstein, cette affaire. Alors il a postulé que quelle que soit la vitesse à laquelle tu vas, la lumière ira toujours à 300 000 km/s par rapport à toi, que tu sois immobile ou en mouvement. Donc que tu sois dans ta chaise longue, que tu ailles à 100 km/h ou que tu ailles à 200 000 km/s, sa vitesse par rapport à toi ne bouge pas. Elle reste à 300 000 km/s. Voilà. Donc à partir de là, Einstein a unifié l'espace et le temps en une seule entité qu'il a nommée espace-temps, et il a aussi trouvé l'équation très célèbre E égale mc2, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va bien comme ça. Donc en gros, pour résumer, la relativité restreinte à la base, ça devait juste expliquer le mouvement relatif de 2 corps en déplacement, et finalement ça a abouti à révolutionner complètement la physique et notre image du monde. Et depuis le 26 septembre 1905, donc, cette théorie est toujours juste. Et comme m'a dit à l'instant Martin Fournier, dont je vous parlais tout à l'heure, elle a permis entre autres de comprendre l'orbite de Mercure. Mais vous lui demanderez pourquoi, parce que moi je m'arrête là et je passe à la rubrique culturelle. Alors il y a quelques jours, j'ai vu un film qui s'appelle Capax, avec Kevin Spacey et Jeff Bridges, qui date de 2001 et qui raconte l'histoire d'un homme qui dit venir d'une exoplanète du nom de Capax donc. Et cet homme, on le place immédiatement dans un hôpital psychiatrique.
Alors, bon, au-delà du fait que le psy, j'en aurais bien fait mon 4 heures, j'ai beaucoup aimé ce film parce qu'il est à la croisée de plusieurs genres. Il passe de la science-fiction à la comédie en passant par le drame des fois. C'est super bien construit, c'est très très bien filmé. Et en plus, tous les personnages ont une vraie épaisseur, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment une jolie galerie de personnages qui restent après, auxquels on pense, c'est marrant. Et puis bon, voilà, il est vraiment troublant, vraiment bien foutu. Il passe tout seul, il est très agréable à regarder, et en même temps, on y pense encore quelques jours après, on se pose des questions, et voilà, c'est vraiment un film très intéressant que je vous conseille. Donc. Voilà pour cette semaine. Alors merci de m'avoir écouté jusqu'au bout pour les courageux qui auront survécu au passage sur la relativité restreinte. Et avant de finir, je voudrais remercier Vincent Touati parce que c'est grâce à lui que ce podcast est désormais disponible sur iTunes. Voilà, merci Vincent. À la semaine prochaine.